Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Il pleut de l'or noir sur la côte de la mer Noire près de Tuapse en Russie. Par or noir, j'entends le pétrole. Parce qu'il y a 2 jours, le 20 avril, l'Ukraine a mené l'une des plus grandes frappes contre l'un des plus grands dépôts de pétrole russe, qui est Tuapse. Ils ont de nombreux dépôts de pétrole, des cuves de pétrole là-bas, et ils brûlent depuis 2 jours. Et maintenant, les habitants font ce genre de vidéos où ils montrent ces résidus, ces points noirs partout. Ce n'est pas facile à enlever. Avec les bips, ils jurent, car si votre voiture en est couverte, on ne peut pas l'enlever facilement. Il faut la laver plusieurs fois. C'est une substance tellement grasse, une sorte de pétrole brut qui tombe comme de la pluie et tout est couvert. Votre linge qui était dehors, votre voiture, votre toit, votre vélo, vos enfants s'ils jouaient dehors. C'est très mauvais pour tous ceux qui ont été touchés par ça. Et ça continue parce que, regardez la photo satellite. Tous les réservoirs marqués en rouge sont ceux que l'Ukraine a détruits il y a 2 jours. Tous les réservoirs marqués en jaune sont endommagés et les blancs s'y sont en bon état. Et comme vous pouvez le voir, toute la zone est assez vaste. Il y a beaucoup de réservoirs qui peuvent être brûlés. Et ils brûlent fort. Les incendies, nous allons les regarder plus tard. C'est comme si vous ne saviez pas que c'est réel, vous penseriez que ces vidéos sont générées par l'IA. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste un autre exemple de ce qui se passe avec ces petits points noirs. Ils ne semblent pas très gros, mais quand on les étale, on se rend compte à quel point ils sont gras. Regardez ça. Soudainement, ils deviennent complètement noirs. C'est ce qui se passe quand il pleut du pétrole, et je suppose que vous vous souvenez tous que cela s'est déjà produit une fois pendant la tempête du désert, lorsque les puits de pétrole ont été incendiés. Cela avait l'air très apocalyptique et il a plu du pétrole. C'était vraiment terrible. C'était une catastrophe écologique qui n'a jamais été égalée depuis. Mais maintenant, il pleut du pétrole en Russie. Si nous regardons les photos, vous pouvez vous faire une idée de l'ampleur de cet incendie. Et bien sûr, nous avons l'un des citoyens avec nous en ce moment, et je vais vous lire les sous-titres. Elle en a tellement assez de tout ce qui brûle autour d'elle à Tuapse. De toute façon, je fais mes valises. Je ne sais juste pas où aller. Je dois laisser les chats ici. J'aimerais emmener le chien quelque part. Je ne peux tout simplement pas. Je n'arrête pas de regarder par la fenêtre. C'est le chaos dehors. On ne peut pas filmer ce genre de choses, comme ils disent. C'est juste, c'est comme ça. Cette ambiance, c'est être russe à Tuapse en ce moment. Tout dérape autour de toi. Il pleut du pétrole, mais tu ne peux pas vraiment filmer ni en parler. Avant qu'on en arrive à ces images apocalyptiques, je veux juste vous montrer à quel point cela a un impact énorme sur la région de la mer Noire, sur Tuapse et les localités environnantes. Voici où se trouve la marée Noire. Une énorme nappe de pétrole, longue de 7 km et large d'1,5 km, a été repérée dans la mer Noire au large de Tuapse. Regardez ça, c'est incroyablement vaste. Et c'est une catastrophe écologique. Cela tue la vie marine. Cela rend les plages inhabitables aussi bien pour la faune marine que pour les humains. C'est toxique. Depuis qu'on éteint ces incendies de produits pétroliers, de pétrole, d'essence, de diesel, de fuel ou de n'importe quel produit issu du pétrole est stocké dans ces réservoirs. Éteindre l'un de ces incendies est pratiquement impossible en Russie. C'est possible en général, mais il faut des produits chimiques spéciaux, une formation particulière et une équipe spécialisée, ce que les Russes n'en ont pas vraiment parce qu'ils ont envoyé leurs hommes au front. Donc oui, ils ont ces pompiers dont on ne sait même pas s'ils sont payés ou non. Une grande partie de la lutte contre les incendies en Russie repose sur des bénévoles qui manquent de formation, alors ils se contentent de prendre un selfie. C'est une vraie photo. Ils prennent un selfie devant le silo de pétrole Roisonevs en feu à Tuapse parce qu'ils l'ont plus ou moins éteint. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je veux dire, tu peux jeter de l'eau dessus, ça ne change rien. Ça aggrave l'incendie si c'est du carburant, si c'est du pétrole comme du fuel ou du pétrole brut. Très bien, commençons avec les images. Et nous commençons doucement. Celui-ci, tu n'arrives pas à croire qu'il a l'air réaliste. Mais le prochain, ça va être carrément apocalyptique. Ça te donne déjà une idée de l'immensité de la zone qui brûle. Tu as vu combien de réservoirs il y avait ? Et ici, si tu comptes les colonnes de fumée, tu peux déjà en voir 1, 2, 3 et 4. Et les 3 F4 dont j'ai parlé sont en réalité des combinaisons de nombreux silos à carburant différents qui brûlent. Les colonnes de fumée ont fusionné pour former de grandes colonnes.
Ce n'est pas un petit incendie. On ne peut pas l'éteindre, il faut qu'il se vide, qu'il brûle jusqu'au bout. Et c'est ce que font généralement ces dépôts de carburant en Russie. On peut aussi le voir depuis l'espace. Bien sûr, tu peux. C'est à ça que ça ressemble. Les gens à la Station spatiale internationale, ils peuvent voir ce genre de choses se passer à Tuapse. C'est fou. Et maintenant, on arrive aux images vraiment apocalyptiques. En bas, tu peux voir à quoi ça ressemblait avant les destructions du 19 avril. Regarde tous ces réservoirs de carburant. C'est presque uniquement des dépôts de carburant. C'est comme une ville de dépôts de carburant. Et au-dessus, tu peux voir la destruction la nuit. Ça a l'air magnifique et incroyablement puissant. Voici un autre extrait pris le lendemain matin. Et déjà, par l'épaisseur et la couleur de la fumée, tu peux deviner ce qui brûle. Et par cela, tu peux en déduire que cela ne sera pas éteint avant que tout ne brûle complètement. Parce que ce n'est pas un feu ordinaire, c'est un feu chimique. Parfois, c'est du carburant ou du pétrole non raffiné qui brûle. Parfois, ce sont des produits pétroliers raffinés qui brûlent. Parfois, ils se mélangent et brûlent. Et c'est vraiment une situation très dangereuse. Et mes amis, regardez ça. Si vous me montriez cela sans aucun contexte, je dirais que c'est de l'IA. Mais non, c'est réel. C'est Tuapse lors de la nuit de l'attaque. Vous voyez la ville ici, avec ses dépôts de carburant en feu. Ce n'était que le début. L'incendie s'est ensuite propagé. Le matin, il s'était propagé et le lendemain, il s'était encore étendu. Nous avons vu l'image satellite montrant combien de réservoirs avaient été détruits. Bien plus de la moitié ont été détruits et un quart de plus ont été endommagés. On peut donc dire que l'installation de stockage de pétrole de Tuapse a été complètement mise hors service. Nous avons déjà vu une femme russe mécontente à Tuapse, l'une des rares à avoir osé réaliser et publier une vidéo. Mais la situation en Russie devient vraiment incontrôlable. Et pour illustrer cela, nous avons reçu cette vidéo de la blogueuse russe qui a obtenu plus de 25 millions de vues en une semaine et qui a critiqué le gouvernement. Enfin, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a fait. Elle a simplement exposé 5 points sur ce qui se passe en Russie et elle l'a fait d'une manière qui laisse entendre que Poutine ne sait pas, que le tsar ne sait pas. Ou en fait que le tsar sait et que c'était les ordres du tsar de bloquer Telegram, de bloquer les plateformes de réseaux sociaux occidentales puisque Poutine n'aime pas Internet, il n'aime pas les ordinateurs. C'est un type très à l'ancienne. Il ne fait confiance à aucune nouvelle technologie. Donc il n'a aucun problème à le bloquer. Mais maintenant, je vous présente une vidéo, une compilation de Russes qui ont eu le courage d'exprimer leur mécontentement, ce qui est très dangereux en Russie. Mais regardons-la, puisque ces gars-là pourraient aller en prison. Les gars, vous ne pensez pas que quelque chose a changé. Tu vas sur Instagram et tu vois des dizaines et des centaines de vidéos avec des millions de vues faites par des gens non politiques sur ce qui se passe dans le pays. Et là vraiment, merci Ponyosi d'avoir porté cette vague à un nouveau niveau. Regarde juste cette élection. Combien de temps allons-nous ignorer le problème évident, hein ? Le fait qu'ils nous coupent d'Internet rend ma vie vraiment extrêmement difficile. Écoute, je suis juste sous le choc. Que se passe-t-il dans ce pays ? Une personne dont le fils a épousé le fils de quelqu'un d'autre. Une personne qui possède des biens immobiliers à l'étranger, qui peut faire appel au président et qui ne le peut pas. Ce qui me surprend le plus, c'est la réaction silencieuse de la société. Et je me promène toute la journée, complètement perdu. Je m'inquiète beaucoup, surtout pour les enfants. Ce n'est pas de leur faute. Mais ce sont eux qui devront maintenant vivre avec le fait que, en un instant, leur monde s'est effondré. Je ne veux pas le tolérer. Je viens de faire cette vidéo. Et advienne que pourra. Tu vois, advienne que pourra, ils savent toujours qu'il peut y avoir des conséquences à faire ces vidéos, à exprimer leurs opinions en Russie quand elles sont en conflit avec les opinions ou les ordres du Kremlin, du gouvernement ou de Vladimir Poutine, ce qui est le cas. Le blocage de Telegram vient très probablement directement de Vladimir Poutine. Le blocage d'Internet vient très probablement directement de Vladimir Poutine, car bloquer Internet fait vraiment perdre beaucoup d'argent chaque jour à la Russie, à Moscou, au Kremlin et au gouvernement. On parle de dizaines, voire de centaines de millions. Mais ils le font pour une raison. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine n'utilise pas Internet. Il n'y voit rien de bon et il sent qu'il ne peut pas le contrôler, ce qui est vrai. Donc c'est plus facile pour lui de le bloquer.
Je n'ai tout simplement plus la force morale pour ça. 99% des Russes veulent quitter la Russie. Nous ne devrions plus délivrer de permis aux promoteurs à Krasnodar pour la construction de nouveaux complexes résidentiels. Comment une femme peut-elle vouloir donner naissance et élever des enfants dans un endroit où, bon sang, des attaques infondées contre les femmes de la part de créatures ayant une réputation douteuse est devenue la norme? Vous voyez, en Russie, Poutine a en fait déjà dépénalisé la violence domestique, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, bien avant l'invasion à grande échelle, je pense même avant le Covid. Cela signifie que si un homme bat une femme, ou si une femme bat un homme, disons que c'est aussi possible, alors la police ne peut pas être appelée parce qu'elle ne peut rien faire tant que cela se passe dans la propriété du domicile. Si cela se passe dans la rue, oui, alors ils mettent peut-être les deux en prison, mais c'est dépénalisé. Et c'est un système patriarcal en Russie, ce qui signifie que les hommes possèdent leurs femmes. C'est comme ça. S'ils sont à la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et cette femme parle d'élever des enfants dans ce genre de société. Vous voyez l'idée, je ne vais pas continuer avec ça, mais il y a des dizaines et des centaines de vidéos avec des millions de vues de Russes qui, soudainement, sont très mécontents. Ils n'étaient pas mécontents quand Poutine a bombardé les enfants en Ukraine, mais maintenant qu'on leur enlève Telegram et Internet. Ils n'aiment pas ça. Cela en dit long sur la société russe et ses valeurs. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce n'est pas seulement le blocage de Telegram et d'Internet, c'est aussi la situation économique à plus grande échelle. Pour vous donner un contexte, regardons quelques gros titres qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, la part du pétrole et du gaz dans l'économie russe est tombée à son niveau le plus bas depuis 9 ans. Si vous analysez vraiment ce que cela signifie, cela veut dire que même avec la hausse des prix du pétrole et du gaz, la Russie a tout de même gagné le moins d'argent au cours de la dernière décennie par rapport aux autres sources. La part du secteur pétrolier et gazier a baissé de 3 points cette année. Même pendant la pandémie, lorsque les prix du pétrole ont chuté et que la production a diminué, sa part était plus élevée, à 14%. Maintenant, elle est de 13%. Prenons un autre titre qui représente une autre petite partie de la pointe de l'iceberg. Les impayés dans l'économie russe ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2008. 2008 était le point le plus bas de l'économie mondiale. La Russie en est là en ce moment. Les gens ne paient plus. Les entreprises ne paient plus. Même les banques sont en défaut de paiement. Près d'un tiers des petites et moyennes entreprises ont terminé l'année dernière avec d'importants impayés de la part de leurs partenaires. Actuellement, la part des créances en souffrance, c'est-à-dire les prêts, le pourcentage d'argent dû dans l'économie à recevoir, a augmenté à 10,3% contre 8,5% en 2024. Cela n'a été proche de ce niveau qu'en 2014, 2019 et 2015 où il était proche de 10%. Et 2014 a été une année de sanctions massives contre la Russie à cause de la Crimée. 2008-2009 a été la crise mondiale, l'effondrement économique. Donc en ce moment, ils sont à ce niveau. Prenons un autre gros titre, et il y en a beaucoup comme ça. La Russie a vendu 22 tonnes d'or pour financer son déficit budgétaire. Cela s'explique pour 2 raisons. Parce que les prix de l'or sont à un niveau record. Ils en profitent pour faire rentrer de l'argent, et la deuxième raison, c'est que leur déficit budgétaire n'est pas démesurément élevé. À quel point ? Eh bien, cette année, en 2026, alors que nous ne sommes même pas à la moitié de l'année, il a déjà atteint 4,6 billions de roubles. Pour relier ce sujet aux attaques ukrainiennes contre les raffineries et installations de stockage de pétrole russe, cela concerne tout type de pétrole, partout dans le monde. C'est quand vous ne pouvez pas le vendre, vos installations de stockage se remplissent généralement très vite, à moins d'en avoir des quantités folles, comme le Japon par exemple. La plupart des pays n'en ont pas. Si elles sont pleines, vous ne pouvez pas simplement continuer à produire, car extraire le pétrole du sol, surtout dans le cas du pétrole des Urals en Russie, se fait parfois au-dessus du cercle arctique, où il fait très froid tout le temps, il gèle en permanence. Le pétrole doit rester liquide. Sa viscosité dépend de la température, et si le pétrole continue de couler, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, alors les tuyaux vont geler. Vous ne pouvez pas dégeler les tuyaux comme ça. Ce sont des centaines de kilomètres de tuyaux coûteux qui ne doivent jamais être vides. Si ça ne continue pas de couler, en gros, si la Russie doit parfois choisir entre fermer certains puits de pétrole ou donner le pétrole gratuitement, il vaut mieux pour eux de le donner gratuitement parce que ça permet de maintenir l'écoulement.
Le puits reste ouvert et le partenaire continue d'acheter le pétrole. Ils obtiennent des faveurs, par exemple, en le donnant gratuitement. Ils le vendent aussi à la Chine à un prix très bas. Mais il y a une limite. Ils pouvaient le faire avec de nombreux partenaires, mais actuellement peu de pays achètent du pétrole russe. Les principaux acheteurs sont la Chine et l'Inde, l'Union européenne en achète moins. Alors, que se passe-t-il lorsque l'Ukraine détruit vos installations de stockage de pétrole et que vous ne pouvez pas exporter autant que vous en avez besoin? Voilà. La Russie doit réduire sa production de pétrole d'environ 300 000 à 400 000 barils par jour en avril, à la suite des frappes de drones ukrainiens sur les raffineries et les ports. Les ports sont essentiels ici, car l'oléoduc d'exportation de pétrole russe présente des goulets d'étranglement. Il faut l'extraire du sol et l'envoyer par les ports, puis vous avez du pétrole brut transporté par voie maritime, où vous le raffinez et l'expédiez, mais il faut quand même utiliser des navires. Lorsque les ports sont mis hors service, vous ne pouvez pas l'exporter par voie terrestre ou par train, car les navires exportent d'une quantité si énorme que le transport terrestre ne peut tout simplement pas rivaliser. Donc, l'Ukraine a frappé Oust-Louga et Primorsk, l'un des plus grands centres d'exportation de pétrole russe, par voie maritime sur la Baltique. Il y a donc un important goulot d'étranglement pour l'exportation du pétrole russe. Cette perturbation, combinée à la réduction des flux par pipeline vers l'Europe, marque la plus forte baisse mensuelle de la production depuis la période du Covid. Redémarrer les puits de pétrole arctique est impossible. Une fois démarrés, on ne peut plus les arrêter. Et arrêtés, on ne peut plus les relancer. Parfois, il faut le recreuser, le forer à nouveau. C'est vraiment coûteux et vraiment pénible si vous l'arrêtez. Donc cette situation, ce que l'Ukraine inflige à la Russie, leur fait vraiment du mal. Et cela se voit aussi clairement dans l'économie russe. C'est tout, mes amis, pour ce mercredi. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. Et vendredi, j'ai beaucoup de super vidéos pour vous sur différentes régions de la Russie, sur ce qui s'y passe exactement, parce que tant de choses mauvaises se produisent à des milliers de kilomètres les unes des autres en Russie, mais elles sont toutes le résultat du même négligence. Nous allons regarder toutes ces vidéos, alors restez connectés pour ça. Abonnez-vous absolument, devenez membre mensuel et offrez-moi un café. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis. Slavo Krini et au revoir.